Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce point de presse transpartisan des oppositions concernant l'agrandissement imposé de Stablex à Blainville. Prendront la parole dans l'ordre suivant la députée d'Émile-Île et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte au changement climatique, Virginie Dufour, la députée de Sherbrooke et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'affaires municipales, Christine Labrie, le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'affaires municipales et en matière d'environnement et de lutte au changement climatique, Joël Arsenault. Et finalement, pour l'occasion, ils sont accompagnés de la mairesse de Blainville, Mme Lisa Poulin, qui prendra également la parole. Nous prendrons ensuite une question de question. Merci. Alors, les consultations pour le projet de loi 93 ont commencé ce matin. C'est un projet de loi insensé qui veut forcer la ville de Blainville à céder un terrain de très haute valeur écologique pour permettre à une entreprise américaine d'y enfouir des matières résiduelles dangereuses. Si aujourd'hui on est dans une situation d'urgence, c'est que pendant des années, le gouvernement a nié la réalité et a refusé d'écouter la ville. On sait qu'il y a un besoin, mais la solution que la ministre propose n'est pas la bonne. Le gouvernement a un terrain qui était destiné pour Stablex et c'est là que l'agrandissement doit se faire. En plus d'être une attaque frontale à l'autonomie municipale, ce projet de loi est une atteinte grave à la protection de l'environnement. Plusieurs études environnementales démontrent à quel point le terrain de la ville est important pour la région. On peut penser aux 278 000 mètres carrés de milieux humides que le gouvernement veut détruire. C'est énorme et c'est ceux-là même qui aident à réguler les eaux lors des inondations. On est face à un gouvernement qui est déconnecté, qui veut nous entrer dans la gorge un projet de loi incohérent avec l'ensemble de ses planifications. Il serait irresponsable pour le futur du Québec qu'on adopte le projet de loi 93 et c'est pourquoi nous demandons le retrait pur et simple du projet de loi par le gouvernement. Et je cède maintenant la parole à la députée de Sherbrooke. Merci, Virginie. Effectivement, ce qu'on constate sur ce dossier-là est purement scandaleux. En fait, moi, ce que je vois, c'est un gouvernement qui reprend les lignes de communication de l'entreprise, qui se met littéralement à son service pour lui offrir sur un plateau le terrain qu'elle demande d'avoir pour poursuivre ses activités, au mépris de la volonté municipale qui avait l'intention de protéger ce terrain-là. Un gouvernement qui n'a pas fait son travail pour faire la caractérisation écologique des différents sites qui auraient pu être envisagés pour la poursuite des activités de Stablex. D'ailleurs, on dépose ce matin une motion, cet après-midi, une motion pour demander au gouvernement de rendre disponibles toutes les études qui auraient été faites, mais à notre connaissance, il n'y a pas eu d'études comparatives de caractérisation écologique des différents sites. C'est un problème majeur dans le dossier. Moi, ce que j'ai entendu aujourd'hui, en fait, c'est que c'est essentiellement un avantage financier pour l'entreprise qui économise 100 millions, finalement, en se faisant offrir ce terrain-là par le gouvernement. C'est tout le gouvernement qui prend, finalement, les risques juridiques que l'entreprise veut s'épargner. C'est inacceptable pour moi et c'est pour ça qu'on demande le retrait du projet de loi. Merci. Alors, on assiste à une véritable tentative de coup de force de la part du gouvernement. C'est un geste qui est lourd de conséquences. C'est un petit projet de loi, mais c'est un projet de loi d'une importance capitale. C'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui pour en demander le retrait purement et simplement, de par ses conséquences sur le pouvoir municipal, sur les compétences municipales, ses conséquences évidemment sur l'environnement et je dirais même là sur notre vision de la démocratie ici au Québec, alors qu'on a une ville, des élus municipaux qui représentent les citoyens, leurs citoyens, et qu'on voit bafoué par un geste gouvernemental qui est extrême. Non seulement on dépose un projet de loi pour exproprier la ville, mais on veut aussi nous le passer à travers la gorge de façon expéditive, sans débat démocratique, sans des études qui prouveraient que le gouvernement peut avoir raison. Mais en fait, ce n'est pas le gouvernement et ses arguments qu'il faut entendre à travers la bouche du gouvernement et de la ministre. Ce sont essentiellement les propos de l'entreprise américaine que l'on entend. Et sur ce plan-là, c'est inacceptable. Nous déposerons tout à l'heure une motion pour demander le retrait purement et simplement du projet de loi de la part du gouvernement. Et là-dessus, je vais laisser la parole à Mme la mairesse de Blainville, qui aujourd'hui s'est fort bien défendue devant les membres du gouvernement. Merci. Alors, bonjour. Effectivement, le projet d'agrandissement de l'entreprise Stablex est inconciliable avec les intérêts de la population de Blainville, mais aussi avec les intérêts de la population de la région et des Laurentides.
Il s'agit d'une proposition qui se situerait sur un terrain qui appartient à la Ville, en plein cœur des grandes tourbières, d'un complexe de 500 hectares de tourbières, dans un contexte où on est en pleine crise environnementale, où les municipalités déploient des efforts extraordinaires là, pour augmenter la résilience de nos municipalités envers l'environnement. Tout cela dans un contexte où il y a une alternative qui est mise à la disposition de l'entreprise. Par décret, elle peut poursuivre l'exploitation de son entreprise pour une durée allant jusqu'à 24 ans. Alors pour nous, il est inexplicable et c'est pour ça qu'on demande, tout comme mes collègues ici, le retrait du projet de loi 93. On demande au gouvernement de cesser de se faire le porte-parole de l'entreprise, mais plutôt d'aller de l'avant avec ses propres analyses, ses propres études pour justifier une telle décision, une décision qui, je le répète, va créer un précédent injustifiable, oui, pour le monde municipal, parce qu'il bafoue toutes les règles d'aménagement et de développement et de protection de nos territoires, mais qui crée un précédent injustifiable aussi du fait qu'on tente d'exproprier une municipalité au bénéfice d'une entreprise privée. Alors voilà. Vos questions? Presse. Déjà, je voudrais vous parler du 100 millions. Là. C'est sorti en commission parlementaire. On comprend que l'entreprise économiserait, parce que là, il y a des montagnes d'argile sur les terrains du gouvernement du Québec qu'il faudrait déplacer pour faire sa cellule. Question sous question, dans le fond, est-ce que vous avez l'impression que finalement, c'est ça le vrai argument du gouvernement d'aller de l'avant? Puis deuxièmement, ces montagnes d'argile-là, qu'on fasse des cellules-là ou pas, c'est sur des terrains du gouvernement. Ne faudrait-il pas restaurer le site, peu importe ce qu'on y fait? Moi, quand j'ai posé la question à l'entreprise, je voulais comparer un peu la différence pour eux des coûts d'aménagement du site. Et c'est là que le chat est sorti du sac. Finalement, pour eux, c'est une économie de 100 millions, le site qui est projeté avec le projet de loi qui vient exproprier Blainville versus le site qui appartient déjà au gouvernement sur lequel il pourrait déjà fonctionner. Moi, je vois une entreprise qui a pelleté son argile dans sa propre cour essentiellement depuis les dernières années et qui se retrouve à se rendre compte que ça lui coûte très cher de le tasser de là pour pouvoir poursuivre ses activités sur ce site-là. Pour vrai, les citoyens du Québec n'ont pas à payer pour ces choix-là que l'entreprise a fait dans les dernières années. On n'a pas cette responsabilité-là comme État de faire économiser de l'argent à une entreprise privée pour qu'elle puisse poursuivre ses activités. Ça leur appartient d'avoir pété de l'argile sur leur propre terrain, puis après ça, de se rendre compte que ça coûte cher de le déplacer. On n'a pas à régler leurs problèmes par rapport à ça. Là. Oui. Oui, bien, j'ai posé la question aussi pour les coûts parce qu'il y a définitivement une différence de coûts, mais c'est clair que lorsque l'entreprise a mis l'argile sur le terrain qu'elle était supposée d'exploiter dans le futur, bien, elle savait qu'éventuellement, il faudrait qu'elle la retire. Et donc, mais elle ne semble pas avoir internalisé ces coûts-là. Et ça, c'est pas aux Québécois de payer pour cette mauvaise planification-là. Et je vais rajouter quelque chose. Nous étions dans un briefing technique hier. Nous avons entendu un représentant du ministère de l'Environnement nous dire à cet effet-là, mais il faut se mettre dans les souliers de l'entreprise. On a tous sauté, là. C'est pas notre rôle, comme parlementaire, de se mettre dans les souliers de l'entreprise, c'est de faire ce qui est le mieux pour le Québec. Et présentement, le projet de loi 93, c'est tout à l'opposé. Je vais juste ajouter qu'effectivement, l'entreprise n'a pas internalisé les coûts de disposition de l'argile et n'a pas l'intention de le faire non plus. Ça, c'est très, très clair. D'autre part, elle veut aussi, à court terme, oui, économiser 100 millions de dollars, mais à moyen terme, elle peut opérer jusqu'à 2060. Et qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on a dégradé le premier terrain, là, les cellules 5 et 4, 3, 2, 1, et ensuite un terrain beaucoup plus haut? Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il y a encore un espace de développement pour aller jusqu'à 2100, 2150. C'est ça le plan là, insidieux de l'entreprise auquel le gouvernement souscrit actuellement. Bonjour. Juste rapidement, ça va être une première question en deux temps. C'est-à-dire que là, il y a des consultations. Pour les groupes d'opposition, quelles sont les chances actuellement, selon vous, qu'il y ait un bâillon d'ici la fin du mois? Puis, par la suite, peut-être une question pour Mme Poulin. Selon ces résultats-là, selon l'adoption potentielle du projet de loi, est-ce que c'est possible de nous donner des détails sur vos intentions de contester la loi en cours?
Le projet de loi est clair. Il nous met une date limite, 15 avril. L'entreprise est protégée dans le projet de loi des poursuites jusqu'au 15 avril 2025, donc cette année, dans moins d'un mois. Et l'entreprise a été claire. Elle nous l'a dit ce matin, il faut qu'ils rentrent et détruisent coupent des arbres avant cette date-là. On a moins d'un mois. Il y a un budget qui va être déposé lundi prochain. Alors, mardi prochain, pardon. Donc, si on regarde le calendrier, là, on n'aura même pas le temps de commencer l'étude détaillée, que déjà, eux vont devoir rentrer sur le terrain, donc, pour pouvoir couper les arbres. Donc, c'est clair qu'on s'en va vers un bâillon si le gouvernement a l'intention de donner l'autorisation à Stablex là, avant le 15 avril. C'est clair. Au niveau de la municipalité, de toute évidence qu'on veut faire valoir les droits de notre population. Donc, on a déjà signifié hier au procureur général du Québec notre intention d'intenter un recours judiciaire quelconque là, dès que le projet de loi sera sanctionné. OK. Je vais vous garder au micro, Mme Poulin, parce que le discours de la ministre dans le dossier, c'est de dire que la solution alternative avec le terrain du gouvernement menaçait en fait, ça n'aurait pas été approprié parce qu'il y a un projet résidentiel dans les environs. Vous êtes quand même la mairesse des gens de Blainville, donc j'aimerais juste comprendre, est-ce que c'est ce que vous entendez? Est-ce qu'au contraire, les gens de Blainville vous demandent que le projet de Stablex se fasse sur le gouvernement, sur le terrain du gouvernement? D'abord, c'est un dossier qui est très complexe. Oui. Les citoyens de Blainville me manifestent leur confiance et leur soutien dans la façon dont je mène ce dossier d'une grande complexité. Maintenant, au niveau de la nuisance, les recommandations du BAP ont été claires à l'effet qu'il n'y avait aucune réduction des nuisances si le projet se faisait en plein cœur des tourbières sur le terrain appartenant à la municipalité. Lors du décret de 96, où il y a eu à ce moment-là des échanges de terrain entre la municipalité et l'entreprise, il a été établi une norme de zone tampon de 300 mètres qui est respectée en tout temps entre l'usage industriel et l'usage résidentiel. Et le secteur résidentiel qui est actuellement là, à 300 mètres du site a commencé sa construction bien avant 96. Si je me rappelle bien, c'est au milieu des années 80 que le secteur a été construit. OK. Peut-être rapidement pour les partis d'opposition, parce qu'on apprenait ce matin qu'il y a 2 fois plus de milieux humides sur le terrain visé par Stablex que sur le terrain de Nordvolt, par exemple. Quel message ça envoie dans un contexte où le gouvernement a des objectifs de protection des milieux humides? Simplement pour débuter, bien, on voit que le gouvernement privilégie sciemment et constamment les objectifs et les impératifs de développement économique et de développement des affaires des entreprises. Et est prêt à faire tous les compromis et toutes les compromissions lorsqu'il est question de respecter ses propres objectifs en matière de maintien ou de réhabilitation là, des milieux humides ou des milieux hydriques ou des milieux forestiers ou des écosystèmes. Et on sait que le gouvernement a été élu en 2018 avec très peu d'affinité pour des mesures de protection de l'environnement ou pour l'atteinte des objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre. Mais aujourd'hui, là, on atteint là, le fond du baril avec les plus récentes décisions gouvernementales. Je fais les mêmes constats que mon collègue. Là. Le gouvernement n'a donné aucune importance à l'enjeu des milieux humides quand il était question de Nordvolt, puis on le voit aussi sur ce dossier-là. Ça les préoccupe pas. Ce qui les préoccupe, c'est de répondre aux demandes des entreprises et c'est tout. Et c'est contradictoire avec les demandes qui sont faites de la part du gouvernement, notamment aux municipalités, de faire un meilleur aménagement du territoire, de protéger des espaces à haute valeur écologique. Eux, ils ne s'en soucient pas. Quand ils ont à prendre des décisions et à prioriser, ce n'est jamais la valeur écologique qu'ils priorisent. Et moi, j'ajouterais
Il existe la loi sur les milieux humides et hydriques qui prévoit et qui vise l'objectif de 0 perte nette de milieux humides. Et depuis que le gouvernement de la CAQ est au pouvoir, malheureusement, c'est tout à fait l'inverse. On ne fait que perdre des milieux humides. C'est déplorable. Et comme l'a dit ma collègue, le gouvernement devrait être exemplaire. Il demande à toutes les municipalités, à toutes les MRC de faire des planifications, des plans régionaux de milieux humides et hydriques. La Ville de Blainville a sûrement fait participer à cet effort-là. Ils avaient identifié ces terrains-là qui devaient être préservés. Et là, aujourd'hui, encore une fois, le gouvernement va permettre leur destruction avec un projet de loi. J'aimerais terminer justement, si vous me permettez, en disant que c'est prévu dans notre plan de transition écologique, puis dans le cadre de notre plan triennal, les investissements, les sommes sont déjà là pour pouvoir faire des acquisitions au niveau des tourbières, de revégétaliser le terrain dont on parle, puisque c'est un terrain à industriel soft, où la nature a repris sa place. Donc, on a déjà les sommes pour revégétaliser ce terrain-là et d'accorder à l'ensemble de la tourbière un statut de protection à perpétuité et pouvoir le mettre en valeur là, au bénéfice de notre population. Toutes des actions que la municipalité entreprend qui sont bien alignées avec le plan Nature 2030 qui a été déposé à l'automne dernier et les OGAT aussi là, du gouvernement. Bonjour, Patrice Bergeron, la presse canadienne. Bonjour à vous tous. Madame la mairesse, dans l'échange que vous avez eu avec la ministre ce matin, elle semblait vous reprocher, de fond, à la municipalité d'avoir changé d'avis concernant l'appui au projet actuel. Est-ce que, justement, les actions que vous avez mentionnées, là, vous n'auriez pas pu les faire plus tôt ou vous auriez dû peut-être manifester davantage votre opposition au projet qui avait été proposé plus tôt? Bien, écoutez, pardon. Il n'y a pas de problème. L'entente de principe qui a été signée entre la municipalité et l'entreprise prévoyait une clause de résiliation. Si le conseil municipal ne pouvait concilier les intérêts de la population avec le projet à la lumière des nouvelles informations qui émergeraient lors des audiences du BAP. Donc, assurément qu'au moment où on a décidé, le conseil municipal, de résilier l'entente, c'était à la lumière des informations dont on ne possédait pas, qu'on ne connaissait pas l'existence au moment de la signature, qu'on a pris connaissance. On a décidé de résilier l'entente en août 2023. En septembre 2023, le bureau des audiences du BAP s'est prononcé en défaveur de l'agrandissement aussi de la cellule numéro 6. Et depuis ce temps, nous n'avons jamais changé notre fusil d'épaule. Et puisque j'aimerais rebondir sur la question de mon auguste collègue concernant vos recours judiciaires, est-ce que dans ces recours-là, vous avez d'autres appuis, par exemple la CMM, l'UMQ, le Conseil du droit à l'environnement, etc.? Bien, actuellement, ce qu'on envisage, la CMM serait avec nous là, au niveau des différentes poursuites judiciaires qu'on est en train d'envisager. Oui, tout à fait. Merci. Juste une petite précision. Vous dites que dans le projet de loi, il y a une protection. On protège juridiquement Stablex. Oui. Mais est-ce que ça protégerait Stablex contre vos procédures judiciaires? Ou En fait, le projet de loi écarte tout recours judiciaire, donc écarte tous les recours judiciaires et écarte aussi toute poursuite pour dommages quelconques qui pourraient être faits. Donc, toutes les règles législatives sont bafouées par le projet de loi 93. Est-ce que vous dites que vous voulez entamer des procédures? Mais, oui. Mais je veux dire, est-ce que c'est pas vain, sachant qu'il y a cette provision-là dans le projet de loi? Je ne peux pas laisser passer cette outrance judiciaire sans tenter, par la voie légale, de faire valoir les droits des citoyens de la Ville de Blainville. Donc, on est en train d'évaluer les différentes options possibles. Puis pour contester la constitutionnalité de la loi. Puis si je prends le problème à l'inverse, l'entreprise a beaucoup insisté en commission parlementaire en disant que eux, c'est parce qu'ils ont peur d'une injonction s'ils vont sur le terrain du gouvernement. Bien là, ils auraient pu demander au gouvernement de les protéger avec une loi de la façon dont ils sont protégés actuellement. Moi, c'est pour ça que j'ai dit ça tantôt. Là. On a une entreprise qui voit des risques juridiques. Ils sont tout à fait légitimes d'aller demander des actions de la part du gouvernement. Moi, ça, je ne les blâmerai pas de faire leur lobbying. Par contre, là, on a un gouvernement qui décide de répondre à ces demandes-là en prenant lui-même les risques juridiques de contestation de projets de loi, en assumant tous les impacts environnementaux. Pourquoi l'État veut prendre ce risque juridique-là? Je veux dire, l'entreprise, qu'elle vive avec ses activités et qu'elle assume ses risques juridiques, comme le font toutes les entreprises,
on n'a pas comme État à se substituer à ça, puis à leur épargner des dépenses ou des recours juridiques qui se gèrent. C'est tout. Mais ce qui est particulier dans ce dossier-là, on a vu dans certains projets de loi le gouvernement déjà prévoir des contestations juridiques et les annihiler en quelque sorte dans le projet de loi. Là, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement utilise le coffre à outils législatif pour protéger une entreprise. Alors, la question qui se pose, c'est au nom de qui le gouvernement agit-il? Au nom de qui le gouvernement parle-t-il? Mais on n'est pas beaucoup. Avez-vous déjà vu ça comme élu, des projets de loi où préemptivement on se protège de potentielles contestations juridiques, mais dans un cas comme celui-là? Bien, non, moi, évidemment, je n'ai pas l'expérience de vingtaine d'années de travail parlementaire, mais on voit que c'est une tendance du gouvernement d'être sur des bases législatives fragiles et de prévoir et déjà mettre en place des mesures pour empêcher toute contestation. Et il y a de cela un certain relent d'une période qu'on croyait révolue de la gouvernance par décret. Et c'est un peu ce qu'on veut faire. On n'utilise pas un décret, mais une loi, un coup de force qu'on veut imposer, vraisemblablement par bâillon, tout en s'assurant qu'on ne puisse pas la contester. Ouais. J'ajouterais que vous avez parmi nous, là, Daniel Turp est ici, il a écrit une lettre ouverte à ce sujet et il constate que non, ça ne s'est jamais fait, ce genre de projet. Bonjour, pardonnez-moi, j'ai raté une partie de la conférence de presse. J'accompagnais un groupe d'étudiants. J'espère que vous saurez me pardonner. Alors, si je pose une question qui a déjà été posée, elle est surtout pour Mme Poulin. Les autres, si vous voulez répondre. Mais il y a des citoyens qui ne veulent rien savoir de l'expansion du site d'enfouissement, que ce soit sur le terrain de la ville de Blainville ou sur le terrain du ministère des Ressources naturelles, comme vous le proposez. Qu'est-ce que vous leur répondez? En fait, je répondrais que je comprends très bien les préoccupations que peut amener ce type d'usage au niveau de la municipalité. Maintenant, on est face à une situation où on doit offrir une alternative à nos entreprises pour qu'elles puissent disposer de leurs matières dangereuses inorganiques de façon sécuritaire et encadrée. Alors, à partir du moment où le ministère de l'Environnement, et ça fait partie de notre mémoire, encadre mieux les activités de l'entreprise en faisant des vérifications, des validations un petit peu plus rigoureuses que ce qu'on a connu dans le passé ou ce qu'on a eu comme information aux audiences du BAP. Et considérant que le 300 mètres est respecté au niveau des nuisances. Alors, c'est pour ça que la Ville de Blainville tient cette position de dire on continue sur le terrain qui appartient au gouvernement du Québec. D'ailleurs, c'est la position du BAP aussi, mais en faisant ce pas de recul, ce qui nous permet de faire un pas de recul, puis cette réflexion nationale à savoir comment est-ce qu'on devrait mieux gérer nos matières dangereuses résiduelles, comment est-ce qu'on pourrait actualiser le règlement sur les matières dangereuses, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte d'inciter nos entreprises à réduire à la source. Donc, il y aurait une grande réflexion nationale à faire. Ça a été une des recommandations du BAP. Donc, il faudrait définitivement profiter de cette opportunité là, de quelques années pour faire cette réflexion-là. D'ailleurs, à mon avis, elle aurait déjà dû être entamée là, dès octobre 2023, à partir du moment où le BAP a fait cette recommandation-là. Mais vous reconnaissez qu'il y a un besoin, qu'il faut que le projet se fasse en quelque part? Je reconnais le fait qu'on doit offrir à nos entreprises une solution alternative pour qu'elles puissent disposer de façon sécuritaire de leurs matières dangereuses résiduelles. Absolument. Okay. Puis, mon autre question est pour les trois autres, ou Mme Poulin, si vous voulez intervenir, libre à vous. Vous êtes bienvenue de le faire, mais est-ce que vous demandez qu'il y ait une réduction ou carrément une interdiction d'importation de déchets des États-Unis? Parce que présentement, ça peut être jusqu'à 45 %. Selon ma compréhension, le ministre pourrait éliminer ça. Est-ce que ça fait partie de vos demandes? Bien, écoutez, il y a des ententes bilatérales. On le sait aujourd'hui que ces ententes-là, l'autre côté de la frontière, ils peuvent mettre fin à tout moment. Donc, il faut vraiment se faire une réflexion parce qu'il y a une partie de nos matières qui s'en vont aux États-Unis et nous, on en accueille. Et c'est ça l'entente. Mais si demain matin, les États-Unis ferment la frontière et disent non, on n'en veut plus de vos matières, et ça pourrait très bien arriver avec le président qui est là présentement, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, la réflexion, elle est urgente. Ce que la mairesse disait, c'est vrai, le BAP l'a recommandé il y a déjà 2 ans de ça. Il n'y a rien qui a commencé comme réflexion. C'est inquiétant. Il faut le faire. Il y a définitivement des besoins. Il faut les gérer à quelque part, nos matières. Mais si
on revoit la façon de faire. Est-ce que le volume va diminuer substantiellement? Et oui, il faut se poser la question, est-ce qu'on veut encore accueillir des matières américaines? Il faut se poser cette question-là. Mais je dirais que ça fait partie de la réflexion. Ce qu'on nous dit, c'est que oui, dans ce site-là, on reçoit une partie, un pourcentage de matières importées. De la même façon, le Québec, pour disposer d'un certain nombre de matières dangereuses, également va exporter ses déchets. Et nous, on n'est pas dans la logique là, de la surenchère face à un président des États-Unis qui va carrément proposer des gestes qui sont contraires aux accords internationaux ou qui vont à l'encontre des règles du libre-échange qui sont déjà convenues. Mais il faut quand même garder en tête le fait que s'il y a une nécessité pour le Québec de gérer, disons, de façon responsable ces résidus dangereux, lorsqu'on en accueille également des autres juridictions, bien, on limite la capacité des sites que l'on développe. Et ça doit faire partie de la réflexion dont on parlait tout à l'heure avec la mairesse, savoir comment, sur le plan plus global, on se projette dans les 50 dernières années. C'est pour ça qu'il faut une réflexion nationale là-dessus. Il y a une chose qui est certaine, c'est que dans les prochaines années, ce sera de plus en plus difficile de trouver des endroits adéquats pour disposer de matières résiduelles comme celle-là. C'est pour ça que l'exercice auquel fait référence Mme Poulin, la mairesse de Blainville, qui était recommandé par le BAP, est absolument essentiel. Il faut travailler à la réduction à la source des déchets dont on a à disposer. Quant aux déchets américains, moi, ça m'apparaît évident qu'on devrait prioriser des solutions d'enfouissement comme celle-là pour les déchets qui sont produits ici. L'enjeu de la proportion des déchets américains qui occupent finalement les terrains de Stablex, elle se pose dans la mesure où eux nous manifestent un sentiment d'urgence de développer une nouvelle cellule. Évidemment que si on se concentre davantage sur ce qui est produit au Québec, peut-être ça vient diminuer l'urgence de développer une nouvelle cellule. C'est pour ça, moi, que j'ai mis cette question-là de l'avant, pas nécessairement pour fermer les frontières, mais assurément parce qu'on doit d'abord trouver une solution pour nos propres entreprises, nos propres municipalités ici. Moi, c'est ce qui me semble prioritaire. Puis, évidemment que si on s'assure de réduire à la source ce qui est produit par ces entreprises-là, par ces municipalités-là, bien, on va avoir de l'espace aussi pour traiter adéquatement là, des matières d'où qu'elles proviennent. Merci. C'est ce qui met fin à ce point de presse. Merci. Bonne journée. Merci.